Bonjour, c'est Thierry. Je pilote l'initiative Bipolarité Stable, une initiative totalement personnelle pour l'instant, mais ouverte au plus grand nombre, avec une réelle envie de collaborer avec toute personne de bonne volonté, partageant ma seule motivation, augmenter le nombre de patients bipolaires raisonnablement stables. Cette initiative s'adresse indifféremment aux patients et aux proches. Je suis à l'écoute. N'hésitez pas à vous manifester. Aujourd'hui, je vais vous proposer un cadre méthodologique pour pouvoir tendre vers la stabilité du trouble bipolaire, c'est-à-dire votre stabilité de votre trouble bipolaire, et de maintenir votre stabilité, ce sur quoi on fait souvent, trop souvent, l'impasse. Je souhaite que cette présentation vous soit utile. On y va? Il y a pléthore de communication autour du trouble bipolaire, du très bon, mais aussi du moins bon. Qu'est-ce qui me donne plus de légitimité qu'un autre à m'exprimer sur ce sujet? Sincèrement et modestement, je ne sais pas vraiment. C'est à vous de juger. Je gère mon propre trouble depuis 13 ans. J'ai donc ma propre expérience. Et ça va plutôt très bien. Mais je ne suis pas une référence. J'ai beaucoup écouté de témoignages lors de groupes de parole. Beaucoup échangé. Beaucoup lu. Toujours privilégié l'avis de médecins experts à celui d'apprentis guérisseurs. Beaucoup cogité aussi. Trop peut-être. Beaucoup consulté. Et j'ai compris qu'il fallait que je me spécialise sur la stabilisation, le domaine dans lequel j'ai certainement le plus de valeur ajoutée, et le plus à partager. Ma légitimité, c'est à vous de la décider, et à moi de faire mes preuves. Vous avez certainement déjà participé à un groupe de parole ou à une séance de partage regroupant des patients souffrant de troubles bipolaires, ainsi que des accompagnants. J'ai pour ma part participé et même co-animé de tels groupes pendant 7 ans, dans un cadre associatif, en tant que patient bipolaire stabilisé. Ces groupes nous permettent de vider notre sac, de partager et comparer nos expériences. Et bien plus encore. Cela fait en principe du bien, même si on en sort souvent vidé. Ces groupes sont très utiles aussi pour se former, s'éduquer à cette maladie si complexe. Ils sont particulièrement nécessaires en phase initiale de la prise de conscience de la maladie, lorsqu'on n'est plus trop dans le déni, mais loin encore de la pleine conscience du soin. Ces groupes sont la plupart du temps animés par des associations de bipolaires. Les réseaux sociaux sont également très actifs dans ce domaine. Essayez juste de taper bipolarité dans le moteur de recherche de Facebook. Plus facile d'accès, surtout dans les temps de confinement liés à l'épidémie du Covid-19, ils sont aussi plus ouverts à certains débordements, compréhensibles notamment en période maniaque. Tous ces groupes, virtuels ou présentiels, mettent en évidence l'extrême diversité de l'état des bipolaires et l'extrême diversité de leurs attentes et de leurs besoins. Il y a une très grande différence entre un bipolaire stabilisé et qui veut le rester et un bipolaire en phase maniaque. Pas le même état, pas les mêmes traitements. Prophylactique dans le premier cas, c'est-à-dire au long cours, d'urgence dans le second cas. Conscience de la maladie dans le premier cas, ce qu'on appelle l'insight dans la littérature médicale, perte de conscience de la maladie dans le second cas. Les psychiatres, les associations de bipolaires, les médias ont souvent tendance à se focaliser sur les aspects extrêmes des épisodes de la maladie bipolaire, la dépression profonde et la manie. C'est en partie compréhensible, car c'est là qu'il y a urgence sanitaire et potentiellement grand danger, voire très très grand danger pour le patient. Mais ce sont des épisodes où le patient n'a aucune influence efficace sur sa maladie, ou très peu. Il n'est plus acteur de son soin. Donc sans grand intérêt pour le patient d'un point de vue prise en charge de sa maladie par lui-même. L'objectif de notre initiative Bipolarité stable est l'obtention et le maintien de la stabilité du trouble bipolaire. Une stabilité raisonnée et raisonnable, c'est-à-dire unique et spécifique à chaque patient. Vous rappelez-vous la définition que j'ai proposée de la stabilité dans ma précédente présentation? La stabilité, dans le contexte du trouble bipolaire, c'est quand les contraintes exercées sur le patient par la maladie sont considérées par le patient comme acceptables.
et j'aimerais rajouter pour l'entourage aussi. Mais ça, c'est peut-être un peu ambitieux à ce stade. Après pas mal de recherches, je suis arrivé à choisir une méthodologie simple où notre stabilité dépend de 3 critères. Tout d'abord du choix de la posture à adopter face à la maladie, puis de la phase de la maladie, sur la base des épisodes. Le choix de la posture et la phase de la maladie détermineront le 3e critère, c'est-à-dire notre état de santé bipolaire, et donc notre possibilité ou pas à participer activement à notre stabilisation, ou au maintien de notre stabilisation. C'est parti. Notre choix d'abord. C'est notre choix de posture face à la maladie bipolaire. J'en ai identifié 3. Le déni, l'acceptation résignée et l'acceptation active. Veuillez noter que même si la maladie est essentiellement subie, c'est bien au patient, c'est-à-dire à nous, de choisir notre posture par rapport à cette maladie. Nous choisissons notre vie, n'est-ce pas? Commençons par le déni. Dans ce choix, on n'accepte pas sa maladie pour plusieurs raisons, parfois très recevables. Je suis trop jeune, je ne suis pas fou, les conséquences de la maladie me font peur, je ne veux pas vivre au crochet des médicaments, etc. Le problème du déni, c'est qu'il entraîne de grandes souffrances pour tout le monde, et s'accompagne en principe de l'absence quasi totale de soins, et notamment de prise médicamenteuse. Si on nie être malade, pourquoi est-ce qu'on va se soigner? C'est logique. Avec par voie de conséquence des souffrances encore plus grandes. On peut sortir du déni, mais aussi on peut malheureusement y revenir. J'ai accepté ma maladie, je me suis soigné, j'ai pris mes médicaments, donc je ne suis plus malade. C'est souvent le cas lorsqu'on n'a pas bien compris le côté au long cours de la maladie. Le choix du déni est bien sûr très dangereux pour soi, et existe d'ailleurs dans bien d'autres pathologies. Après le déni, le deuxième choix possible est l'acceptation résignée. En faisant ce choix, on accepte certes sa maladie, il n'y a plus de déni, on se soigne. Il ne s'agit pas ici de bipolaires qui aiment être malades, bien sûr, mais de bipolaires qui ne se projettent plus, pas, dans la stabilité, dans le mieux, par résignation, par fatigue, par désespoir. On n'y croit plus. On peut aussi bien le comprendre. C'est aussi parce qu'ils ne s'imaginent plus autrement que périodiquement haut et euphorique, avec un bonheur tout relatif, et bas où ils se retirent du circuit. Cela devient une seconde nature fort douloureuse pour eux et leur entourage. On peut même s'y complaire, même si le mot est assez péjoratif, je l'admets. Je me rappelle avoir rencontré en clinique psychiatrique des personnes qui s'hospitalisaient d'office 6 mois par an pour se refaire une santé lorsqu'ils étaient bas. C'était devenu un fonctionnement par défaut, normal, au lieu d'essayer de se stabiliser. Et la maladie permet aussi d'excuser beaucoup de choses, voire même de fournir un prétexte à se déresponsabiliser, en phase dépressive notamment. En lisant et en écoutant beaucoup de témoignages de bipolaires ayant apparemment fait ce choix, j'ai eu l'impression que ça pouvait être également de leur part une interprétation un peu biaisée de l'approche. Il faut me prendre comme je suis, des fois je suis haut, des fois je suis bas, c'est comme ça. Il faut certes prendre les gens comme ils sont, mais cela ne dédouane pas de changer certains comportements. Le choix de l'acceptation résignée est aussi dangereux car, au risque de me répéter, il ne permet pas de tendre vers la stabilité. Pour ma part, en tant que bipolaire stable maintenant, je dois admettre avoir fait parfois le choix de la résignation par le passé lointain. Et ça n'a pas été un bon choix, croyez-moi. Le troisième et dernier choix du bipolaire par rapport à la gestion de sa maladie est l'acceptation active. Ici, ni déni, ni résignation. La maladie est acceptée et laissée à sa place. C'est une partie de moi que je respecte et que je contiens, mais ce n'est pas moi. En d'autres termes, je ne suis pas ma maladie. C'est bien le choix à privilégier, c'est le choix. Mais pas si facile à faire car active veut dire action. On ne devient pas stable en se tournant les pouces. On ne reste pas stable en se tournant les pouces, en reprenant les mauvaises habitudes d'avant. Ce qui est trop souvent le cas, n'est-ce pas?
L'acceptation active, c'est le choix qui va nous permettre d'agir sur notre maladie via la psychoéducation. Le choix qui va nous permettre d'appliquer intelligemment le modèle biopsychosocial. Le choix qui va nous permettre d'identifier les facteurs positifs et négatifs de notre maladie, pour agir positivement dessus et tendre vers la stabilité. J'ai volontairement évité un quatrième choix, qui est la méconnaissance de la maladie. Je ne sais pas que je suis malade. Ce qui peut être le cas de beaucoup de bipolaires pendant de trop longues années. Les conséquences pour le patient n'étant pas trop éloignées du choix du déni. D'ailleurs, la méconnaissance n'est pas vraiment un choix, mais un état de fait, surtout au début. Après le choix, intéressons-nous au deuxième critère, la phase de la bipolarité. La phase n'est qu'une extension des fameux épisodes haut, hypomanie et manie, bas, dépression, plus de la stabilité, qu'on appelle également normothymie ou euthymie. Vous devez bien connaître ces épisodes, donc je ne vais pas trop les détailler. En ce qui me concerne, j'identifie 5 phases. D'abord, la phase stable, normothymie, euthymie. Cette phase est la plus confortable et la plus propice aux soins. Les effets de la maladie sont acceptables, même s'il y a souvent des symptômes résiduels, manque de confiance en soi, etc. C'est la phase à atteindre, et c'est la phase où il faut essayer de rester, bien sûr. Dans cette phase, le patient est en pleine conscience de sa maladie. C'est très important à rappeler. Il y a la manie. L'humeur est très haute, avec tous les débordements possibles et la mise en danger. Grande confiance en soi apparente, le patient se sent bien, du moins au début, et ne voit pas l'intérêt de gérer sa maladie. D'ailleurs, quelle maladie? Il ne se sent plus malade. Très grande souffrance pour les proches aussi. Le patient perd en grande partie la pleine conscience de sa maladie. Et ça, c'est très grave. L'hypomanie, version atténuée de la manie. Moins de danger et souffrance. Le patient garde plutôt la conscience de sa maladie. Dépression profonde. L'humeur est très basse. Même si la conscience de la maladie est moins altérée que lors de la manie, le patient est en grande souffrance. Ses cognitions sont fortement altérées. Tout cela inhibe très fortement ses capacités à gérer sa bipolarité. Et la dépression légère, l'humeur est certes basse, mais la souffrance est moindre. Le patient garde la conscience de son état et de ses actes. Cette notion de conscience de sa maladie est très très importante. Nous pouvons nous prémunir d'un danger uniquement si nous en avons conscience. Pensez au Covid-19 par exemple. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la phase maniaque, d'où le grand danger. Donc en résumé, 3 choix et 5 phases. La phase n'est qu'une extension des fameux épisodes haut, hypomanie et manie, bas, dépression, plus de la stabilité, qu'on appelle également normothymie ou euthymie. Vous devez bien connaître ces épisodes, donc je ne vais pas trop les détailler. En ce qui me concerne, j'identifie 5 phases. D'abord, la phase stable, normothymie, euthymie. Cette phase est la plus confortable et la plus propice aux soins. Les effets de la maladie sont acceptables, même s'il y a souvent des symptômes résiduels, manque de confiance en soi, etc. C'est la phase à atteindre, et c'est la phase où il faut essayer de rester, bien sûr. Dans cette phase, le patient est en pleine conscience de sa maladie. C'est très important à rappeler. Si on met tout ça dans un tableau, on en tire l'état du patient. En d'autres termes, en fonction du choix et de la phase du patient, on en déduit son état. Prenons les extrêmes. Quel que soit le choix du patient, la dépression profonde provoque de la souffrance qui inhibe toute initiative efficace de gestion de la bipolarité. Et la manie met le patient dans un état d'inconscience de sa maladie. Il perd la conscience de sa maladie. La souffrance arrive souvent en retard dans la manie, lorsque la manie est déjà bien installée. Par contre, dans la dépression légère, le patient passe de la souffrance à la possibilité de retour à la stabilité en fonction de son choix. De même pour l'hypomanie. Quant à la phase stable, elle n'est réellement productive et utile que si le choix est une acceptation active. Si on s'intéresse à nouveau à la conscience qu'a le client de sa maladie et de son comportement modifié par la maladie, il y a une quasi-absence de conscience en manie.
alors que la conscience de la maladie est présente en dépression légère, stabilité et hypomanie, pour les patients ayant fait le choix d'une acceptation active. La zone où le travail sur la stabilité va être la plus efficace. Vous vous rappelez du début de cette présentation? Nous ne sommes pas tous dans le même état, et tous les états ne nous permettent pas de travailler efficacement sur notre bipolarité. C'est pour cela que j'ai réduit le nombre d'états couverts par le périmètre de l'initiative Bipolarité Stable aux 5 états que vous avez devant vous. En dehors de ces 5 états, tout travail sur le maintien de la stabilité ou la préparation à la stabilité est en grande partie vain. Notez bien les 2 états répit. Dans ces états, on va mieux, mais comme on ne s'occupe pas activement de sa stabilité, la rechute est quasiment inévitable. Dommage. Dans les 2 états retour à la stabilité, la chute ou la montée de l'humeur ne sont pas encore trop forts. Il y a de la conscience, on peut récupérer le coup. Et si on est stable, eh bien, il faut continuer à bosser pour le rester. Ce qu'on ne fait pas toujours en préférant relâcher l'effort au lieu de le maintenir, voire de le renforcer. Et si l'état maintien de la stabilité était finalement le plus critique, car le risque de basculer en haut ou en bas est toujours présent. C'est pour ma part ce que je pense. En résumé, il faut être en pleine conscience de sa maladie et avoir fait le choix d'une acceptation active de sa maladie bipolaire pour agir efficacement sur sa stabilité. Agir? Nous y voilà enfin. Agir. Jusqu'à présent, on s'est intéressé au quoi, au qui. Quels sont mes choix, mes phases, mes états? Maintenant, on passe au comment. Agir efficacement sur la stabilité. Mais comment? Je ne vais volontairement pas me lancer dans une énumération par trop fastidieuse de toutes les actions efficaces pour stabiliser le trouble bipolaire. Vous en savez peut-être plus que moi. Et la liste est longue. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse me concernant. Je suis passionné par l'histoire de l'aviation et j'ai fait des maquettes plastiques d'avions depuis quasiment 50 ans. La photo, c'est mon bureau à maquettes. C'est la seule activité qui me fait vraiment lâcher prise. Un jour, lors d'un salon de la maquette dans ma ville, j'ai tellement lâché prise que pendant quelques instants, je ne me souvenais plus de la date du jour. Une petite frayeur quand même, mais la réalité est revenue très vite. Même si mes maquettes ne remplacent pas le lithium, elles m'aident beaucoup dans ma stabilité. À vous de trouver vos maquettes à vous. Vous en avez, c'est certain. Je ferme la parenthèse. Revenons à toutes ces actions pour atteindre et garder la stabilité. Pour ne pas s'éparpiller et tout mélanger, je vous propose de fédérer ces actions autour de 2 programmes, très complémentaires. Un programme de psychoéducation et un programme de stabilisation. Parlons tout d'abord du programme de psychoéducation. À la base, la psychoéducation, dont la réputation n'est plus à faire, est une véritable psychothérapie de groupe encadrée par des médecins et psychologues spécialistes de la maladie bipolaire. Il y en a de plus en plus, notamment dans les centres experts des troubles bipolaires au sein de la Fondation fondamentale. Il s'agit d'éduquer le patient bipolaire à bien gérer sa maladie et à prévenir le mieux possible les rechutes. Vous remarquerez que je propose la psychoéducation même pour les bipolaires en déni ou en acceptation résignée, mais seulement s'ils sont stables. Leur choix ne les empêche pas de se tenir informés. Il y a de nombreux programmes de psychoéducation. Vous avez ici le descriptif du programme de psychoéducation dit de Barcelone, car mis au point par des psychiatres catalans. Vous l'aviez deviné certainement. C'est un des plus anciens et des plus réputés. Désolé pour ne pas avoir traduit le descriptif des séances en français. Vous voyez que c'est très exhaustif et ça couvre les grands domaines suivants. La prise de conscience de la maladie, l'adhésion pharmacologique, l'évitement des abus et de substances nocives, la détection précoce des nouveaux épisodes, la régularisation des habitudes et la gestion du stress, c'est-à-dire en fait tous les domaines de la bipolarité. Mais ici, dans cette présentation, ce que j'appelle programme de psychoéducation va au-delà de ces séances de groupe, absolument nécessaires bien sûr pour démarrer. C'est une psychoéducation permanente et récurrente qui ne s'arrête jamais. Une psychoéducation au long cours, comme la maladie bipolaire.
nourri par les consultations médicales, les partages avec d'autres bipolaires dans le cadre d'associations, mais pas que, des lectures, des discussions sur les réseaux sociaux, des conférences, des documentaires radio et télé, etc. J'ai pour ma part découvert au cours du temps et grâce à cette démarche les vertus de la méditation en pleine conscience, le rôle des pères aidants, la remédiation et bien d'autres choses. Sans cela, je serais bien en peine de m'investir comme je le fais dans le domaine de la stabilité. Je n'en aurais ni les connaissances, ni les compétences. Voici une photo de ma bibliothèque sur la bipolarité. C'est certainement un peu trop, hein. Je suis un peu livrevore, hein. Et je ne considère pas ça comme un modèle à suivre, bien entendu. Il y a des redondances dans ces ouvrages. Mais c'est une bonne source de connaissances. Bon, en parallèle avec le programme de psychoéducation, le deuxième programme est celui de la stabilisation. Le programme de stabilisation est très complémentaire de la psychoéducation. Il se base sur un état des lieux des facteurs positifs et négatifs de la maladie à travers le fameux modèle biopsychosocial. Il ne peut intervenir que pour une acceptation active de la maladie, et si on n'est ni en dépression profonde, ni en manie. J'ai abondamment décrit tout ça dans ma toute première présentation intitulée Troubles bipolaires vers une stabilité raisonnée et raisonnable. Vous la trouverez très facilement sous ce nom sur YouTube. Je vais juste faire un bref récapitulatif. En s'appuyant sur le modèle biopsychosocial reconnu et valorisé par le corps médical, on fait une évaluation des groupes de facteurs, facteurs négatifs en rouge, qui impactent négativement la stabilisation de notre bipolarité. Ce sont les comorbidités, les souffrances de l'enfance, le chômage, le divorce. Il y a également les facteurs positifs en vert qui impactent positivement la stabilisation de notre bipolarité et essaient de mitiger les facteurs négatifs, ce qui n'est pas toujours possible. Ce sont les médicaments, les thérapies, les choix de vie, les formations, les changements salutaires. S'il y a beaucoup plus de rouge que de vert, et si on ne peut pas vraiment mitiger le rouge par le vert, typiquement dans le cas de grandes souffrances psychologiques par exemple, la stabilité va être difficile à atteindre et à maintenir. Notez que toutes les actions prises dans le programme de stabilisation sont issues, ou tout au moins inspirées, par le programme de psychoéducation. Et notez bien que toutes les contributions futures de l'initiative Bipolarité Stable que je coordonne se focaliseront sur le comment, sur les actions à mettre en œuvre pour se stabiliser et rester stable via les deux programmes de stabilisation et de psychoéducation récemment décrits. Sans réinventer la roue, mais en s'appuyant sur des sources fiables, c'est-à-dire essentiellement validées par le milieu médical. Mais que deviennent les bipolaires en dépression profonde, en manie, en déni, ou résignés et non stables? Ils sont dans les états visibles sur ce tableau. Ce sont ceux qui sont le plus en danger souvent. On les laisse au bord de la route? Non, non, bien sûr. Simplement, ces bipolaires ne sont pas dans une posture de soins très propice à la stabilisation et doivent être pris en main à la fois par le milieu médical et par leurs proches pour une médecine plus d'urgence que prophylactique. Je dirais plus d'urgence que d'entretien au long cours. Cette initiative, la bipolarité stable, n'est pas compétente pour leur apporter l'aide spécifique dont ils ont légitimement besoin. Je me permets de vous rappeler mes propos d'introduction. J'ouvre les guillemets. Il y a une extrême diversité de l'état des bipolaires et une extrême diversité de leurs attentes et de leurs besoins. Il y a ainsi une très grande différence entre un bipolaire stabilisé qui veut le rester et un bipolaire en phase maniaque. Pas le même état, pas les mêmes traitements. Je ferme les guillemets. J'ai fait le choix de me focaliser sur les bipolaires candidats à la stabilisation, c'est-à-dire un sous-ensemble, somme toute difficilement quantifiable, des bipolaires, car je connais les limites de mes compétences. Mais les psychiatres, les psychologues, le personnel infirmier, les associations de patients et d'accompagnants, les proches accompagnants, sont là pour s'occuper de tous les bipolaires, et avec beaucoup de courage et d'abnégation. Bon, il va falloir maintenant se mettre au travail. Et pour y arriver, au-delà des contraintes de confinement du printemps 2020, il nous faut une infrastructure digitale. C'est indispensable. Nous avons déjà
une boîte aux lettres, courriel pour me joindre, une liste de diffusion de courriel pour communiquer avec tous les membres de la liste, une chaîne YouTube sur laquelle est postée la vidéo de cette présentation, la précédente et bien sûr toutes les suivantes, et en construction, un site web, un espace de stockage dans le cloud Internet et une solution de visioconférence pour nos futures réunions en ligne. Je pense que l'ensemble sera en place d'ici la fin du mois de juin 2020, avant la pause estivale. Avant de conclure, je voudrais rappeler les points essentiels de cette présentation, centrée sur la méthodologie à appliquer pour espérer une bipolarité stabilisée. Premièrement, pas d'action efficace de la part du bipolaire sur sa maladie dans les phases très basses et très hautes, car souffrance inhibante dans le trop bas et perte de conscience de la maladie dans le trop haut. Cette conscience de la maladie est, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, un facteur clé. Deuxième point, pas de stabilisation et maintien de la stabilité sans une acceptation active de la maladie bipolaire et par la mise en place de 2 programmes d'action complémentaires, psychoéducation et stabilisation. Troisièmement, 2 outils principaux pour fédérer les actions à mener, le tableau choix phase état et le modèle biopsychosocial. Chers tous, j'ai pris beaucoup de plaisir à construire cette présentation. J'espère qu'elle sera utile pour vous. Vos remarques sont les bienvenues comme d'habitude. J'ai travaillé en partie dans ce petit coin de verdure, avec ma chatte comme spectateur. Elle s'appelle Padmé, et oui, on est très Star Wars à la maison. Je voudrais pour terminer partager un autre petit bout de moi avec vous. Lors du confinement, j'ai été soumis à plusieurs stress assez forts liés à mon engagement communal, mes enfants confinés, mes engagements associatifs. Chacun de ces stress aurait, il y a quelques années, suffi à me déstabiliser. Mais plus maintenant. Oh, il y a bien eu quelques signes d'hypomanie légère, mais rien de grave. J'ai gardé le cap, avec certes du soutien, de ma compagne notamment. Mais je dois admettre humblement que j'ai fait la majeure partie du boulot de maintien de ma stabilité. J'ai refusé de souffrir et j'ai refusé de faire souffrir les autres. Je me suis rappelé que j'étais mon pire ennemi, et de loin, et aussi mon meilleur ami. Quitte à prendre des décisions tranchées pour la sauvegarde de ma stabilité. Tout ce que je vous dis dans mes présentations, je me l'applique. Et ça marche. C'est parfois dur, c'est souvent déstabilisant, et il faut changer ses habitudes. Mais ça marche, ça marche. Je suis resté stable, une stabilité raisonnée et raisonnable. Une stabilité où ma créativité est restée intacte. Une stabilité active et heureuse pour moi et mes proches. Le reste importe peu. Je vous souhaite un magnifique mois de juin déconfiné et stable. Votre stabilité à nul autre pareil. Très cordialement, Thierry Grasset.